Une nouvelle de Frédéric Brown, Flotte de vengeance. Ils arrivèrent du fond noir de l'espace, lancés depuis des distances inconcevables. Ils convergèrent sur Vénus et la détruisirent. Jusqu'au dernier, les 2,5 millions d'êtres humains de cette planète, c'est-à-dire tous les terriens colonisateurs, moururent en l'espace de quelques minutes, et toute la flore et la faune de Vénus disparurent en même temps. La puissance de leurs armes était telle que l'atmosphère même de la planète, soudain condamnée, fut brûlée et dissipée. Vénus n'était ni préparée à cela ni défendue. L'assaut avait été si soudain et tellement inattendu, les résultats de l'assaut à ce point dévastateur, que pas un coup de feu n'avait été tiré contre les assaillants. Ceux-ci se tournèrent alors vers la planète suivante, la Terre. Mais là, les choses se passèrent autrement. La Terre était prête, non pas apprêtée dans le cours de quelques minutes écoulées depuis l'intrusion des assaillants dans le système solaire, certes, mais prête parce que la Terre était alors, en 2820, en guerre contre sa colonie de Mars, dont la population venait d'atteindre un chiffre équivalent à la moitié de la population terrestre, et qui luttait pour son indépendance. Au moment de l'attaque contre Vénus, les flottes des Terriens et des Martiens manœuvraient en combattant dans le voisinage de la Lune. Mais la bataille cessa plus soudainement qu'aucune bataille de l'histoire. Une flotte combinée d'astronefs terriens et martiens, qui soudain n'étaient plus ennemis, fonça pour intercepter les envahisseurs quelque part entre la Terre et Vénus. Nous avions une écrasante supériorité en nombre, et les astronefs envahisseurs furent éradiqués de l'espace, totalement annihilés. Dans les 24 heures, la paix entre Terre et Mars fut signée dans la capitale de la Terre, Albuquerque, une paix solide et durable basée sur la reconnaissance de l'indépendance de Mars et sur une alliance perpétuelle entre les deux planètes, désormais les deux seules habitables du système solaire, contre les agressions étrangères. Et déjà, on établissait les plans d'une flotte de vengeance chargée de trouver la base de départ des étrangers et de la détruire avant qu'elle puisse envoyer une nouvelle flotte contre nous. Les instruments de contrôle de la Terre et des astronefs patrouillant à quelques milliers de kilomètres de sa surface avaient certes détecté l'arrivée des étrangers, mais trop tard pour qu'on pût sauver Vénus. On avait pu ainsi déterminer de quelle direction étaient venus les étrangers. On n'avait pas pu établir de quelle distance ils étaient venus, mais cette distance était, la chose ne pouvait être mise en doute, proprement incroyable. C'était une distance qui eût été incommensurable sans la récente mise au point de la poussée C+, laquelle permettait à un astronef d'atteindre une vitesse plusieurs fois multiple de la vitesse de la lumière. On n'avait pas encore mis en pratique cette invention, car la guerre entre Terre et Mars absorbait toutes les ressources des deux planètes, et surtout parce que la poussée C+, ne présentait aucun avantage à l'intérieur du système solaire, trop restreint pour qu'y soient développées des vitesses ultralumineuses. L'invention trouvait enfin sa raison d'être. La Terre et Mars unirent leurs efforts et techniques pour la construction d'une flotte équipée de la poussée C+, qui serait lancée contre la planète d'origine des assaillants, avec mission de la détruire. Cela demanda 10 ans de travail, et on calcula que l'expédition elle-même prendrait 10 ans de plus. La flotte de la Vengeance, comportant peu d'astronefs, mais possédant une incroyable puissance de destruction, quitta Marsport en 2830, et on n'en entendit plus parler. C'est seulement un siècle plus tard que fut connu son sort, et encore uniquement par le raisonnement déductif de John Spencer le IV, le grand historien mathématicien. Nous savons maintenant, écrivit Spencer, ce que nous soupçonnions depuis quelque temps déjà. Un objet dépassant la vitesse de la lumière se déplace à reculons dans le temps. Dans ces conditions, la flotte de vengeance aurait atteint sa destination avant d'être partie en reportant son temps au temps terrestre. Nous ne connaissions pas jusqu'à maintenant les dimensions de l'univers dans lesquelles nous vivons, mais l'expérience de la flotte de vengeance nous permet de les déduire. Dans l'une au moins de ces directions, l'univers mesure 6 puissance 6 miles de tour, et de diamètre aussi, les deux termes étant en l'occurrence équivalents. En 10 ans,
avançant dans l'espace et reculant dans le temps. La flotte aurait traversé exactement cette distance, soit 186 334 puissance 186 334 miles. La flotte, fonçant en ligne droite, a contourné l'univers, parvenant en fait à ce qui était son point de départ 10 ans avant d'en être partie. Elle a détruit la première planète qu'elle a aperçue. Cela fait, elle a foncé vers la suivante. C'est alors que son amiral a dû se rendre compte de la réalité des choses. Il a dû également reconnaître la flotte fonçant à sa rencontre et donner l'ordre du cessez-le-feu à l'instant où la flotte des Terriens et Martiens arrivait à sa hauteur. Il est proprement surprenant et apparemment paradoxal de constater que la flotte de vengeance était dirigée par l'amiral Barlow, qui avait également été l'amiral commandant la flotte des Terriens pendant le conflit entre Terre et Mars, à l'époque où les flottes terriennes et martiennes s'unirent contre ce qu'elles pensaient être des assaillants étrangers, et qu'un grand nombre d'hommes des deux flottes de ce jour-là devinrent par la suite membres des équipages de la flotte de vengeance. Il est intéressant de se demander ce qui serait au juste arrivé si l'amiral Barlow, à la fin de son voyage, avait reconnu Vénus à temps pour éviter de la détruire. Mais c'est là, spéculation vaine. Il n'aurait pas pu faire cela car il l'avait déjà détruite. S'il ne l'avait pas déjà détruite, il ne se serait pas trouvé à son poste d'amiral de la flotte chargée de venger cette destruction. On ne peut pas modifier le passé. Flotte de vengeance est une nouvelle de Frederick Brown, extraite du recueil Fantômes et farfouilles, publié aux éditions de Noël. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.